Bonsoir à toutes, à tous. Shavua Tov, grâce à Midrash Yehuda Manitou, une nouvelle semaine d'études s'ouvre à nous. On est dimanche et de temps en temps, on a le plaisir d'écouter Eliezer Charodotsky. Tu nous parles de sionisme. Bon, on va dire que c'est pas nouveau, hein. Tu parles, c'est un peu, tu parles On se souvent de connaît ça, depuis quelque temps. mais tu nous parles même plus du post-sionisme, mais tu nous parles du sionisme de la Tkouma suite au 7 octobre à tous ces chamboulements. On t'écoute, Bechavot. Ouais. Toda, Johan, shalom à tout le monde. Euh, vous savez, je me suis tout d'un coup retrouvé exactement 30 ans en arrière. Je venais d'arriver en Israël. J'étais arrivé en 93. Je m'étais inscrit à l'université de Bar-Ilan. Et puis, on sentait un peu la terre trembler sous nos pieds. Et j'avais une enseignante fantastique à l'université. Elle s'appelait Dr. Yehudit Orbach. Elle nous enseignait, c'était en Sciences Po, elle nous enseignait quelque chose. Et puis tout d'un coup, elle a décidé de mettre un peu de l'ordre dans un sentiment de perte de points de référence qu'on était en train de sentir. Et puis elle a dit, bah, écoutez, vous savez, on est en train de changer de paradigme. On est en train, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on passe à une autre époque. À l'époque, les termes qui commençaient à sonner et être très dans l'académie, qui étaient très en vogue, c'était post-sionisme, nouveaux historiens, la sociologie critique. Et dans toutes les disciplines, il y avait tout d'un coup comme un pseudo-renouveau, une vision qui hmm, remettait en doute tous les acquis qui étaient acquis jusque-là. Et on perdait un peu les repères. Ceux qui étaient revus de A à Z, c'était euh, euh, les repères sionistes. Et alors, elle a décidé de nous faire un tableau qu'on a élaboré ensemble, en fait, toute la classe, et un tableau comparatif entre le sionisme, qui était connu de tous, et puis la nouvelle donne, dont le nom était post-sionisme, qui était à l'époque quelque chose de nouveau. Dans les années, milieu des années 90, ce n'était pas nouveau dans les cercles académiques, mais dans le discours national, c'était quelque chose de nouveau. Et je me rappelle, ça m'a fait comprendre énormément de choses, pas qu'à moi. Et là, je pense qu'on se trouve à une époque charnière euh, où, après 30 ans de consommation et de post-sionisme, au propre comme au figuré, eh bien, je pense qu'on passe à une nouvelle forme de sionisme et c'est hyper intéressant. C'est trop tôt pour en parler, c'est trop tôt pour en définir les tenants et les aboutissants, mais on peut commencer à dresser ne serait-ce qu'une esquisse, à les directions, les vecteurs que prend ce nouveau paradigme que j'ai choisi d'appeler le sionisme de la Tekouma. Je ne sais pas comment traduire en français Tekouma. Si c'est la renaissance, si c'est la relève, si c'est... Proposer quelque chose qui va bien. Je propose maintenant qu'on fasse un exercice de, comment dire, de travail collectif. Et, euh, et pour cela, je vais ouvrir un tableau et on va le remplir ensemble. On va commencer à remplir ce tableau ensemble. Pour l'instant, il est tout petit, mais croyez-moi, il va prendre, il va s'étoffer.
Donc là, euh, on va essayer de définir l'idéologie, la vision sioniste tout d'abord. Quels étaient son ou ses sujets essentiels qu'elle traitait, on va le voir. Quels étaient ses buts déclarés, essentiels encore une fois. Les moyens employés pour aboutir à ces buts, quels étaient ses concepts clés, quel lien elle voyait entre les membres de la communauté, les membres de l'État juif, qu'est-ce qui nous reliait, quelle était la terminologie courante qu'elle employait, c'est-à-dire des termes courants, comment elle légitimait l'existence même, la renaissance même de l'État juif. Et on va remplir ces cases en parallèle avec le post-sionisme pour voir immédiatement où est-ce qu'on a basculé dans les années 80, essentiellement avec Oslo dans les années 90, avec l'époque post-sioniste, pour essayer ensuite, dans la dernière partie de notre rencontre, de remplir la colonne qui nous intéresse le plus et qui, pour l'instant, est une colonne en devenir. Et je voudrais qu'on essaye de voir et essayer de dessiner un peu cette nouvelle idéologie, cette nouvelle conception qui est en train de se dessiner après le 7 octobre 23, après le euh, euh, Simchat Torah Tafshin Pei Dalet, qui est, tout le monde le sent, une date charnière encore plus fortement que la guerre du Kippour, que Oslo naturellement, peut-être comparable à la naissance de l'État, une espèce de renaissance, de reprise de conscience, qui est un véritable, comme on pourrait le dire, un changement de paradigme. C'est un terme de conceptia qu'on emploie beaucoup ces dernières années. Yala. Ça va? Les buts sont clairs? On commence? Alors peut-être la première ligne, c'est moi qui vais la remplir pour essayer de faire comprendre à quoi je fais référence, parce que bon, toujours, l'exemple, c'est le meilleur moyen d'illustrer de quoi on parle, les concepts, etc. Et voilà, donc le sionisme, quel était son principal sujet? De Création de qui est... l'État. Pardon? Création de l'État. Ça, c'est le but. La création de l'État, c'est le but. Maintenant, c'est une action. Okay? Maintenant, quel est le sujet dont le sionisme se préoccupe? On De a déjà une quel, réponse avec quel- Monsieur Itzrak, le but. Pardon? J'ai dit, on a déjà une réponse pour le but, si tu es d'accord. Ah, ok. Mais je propose Mais qu'on y arrive après qu'on voit le sujet. Après ok, qu'on voit le sujet, est-ce que tu peux augmenter un tout petit peu bien sûr. non, Ouais, voilà, ouais, ouais. peut-être 120, comme ça qu'on verra un petit peu mieux, ou 130. Voilà, génial. Comme Comme ça ça, on va? est avec toi à 1000%. Yofi. Metsuyan. Toda. Donc, quand Herzl monte pour la première fois à la tribune du premier congrès sioniste, qui est-ce qu'il veut sauver? Le problème de qui il veut résoudre, traiter? Qui est-ce qu'il doit délivrer? Le peuple juif. Le peuple juif, exactement. Le sujet essentiel du sionisme, c'est le peuple juif. Je l'écris. Il y a des discordes entre Herzl et entre Echad Ha'am. L'un dit que c'est le peuple juif, l'autre dit que c'est le judaïsme. Peu importe, tout le monde parle en termes du salut
du, de l'être juif. Maintenant, le post-sionisme, et Mais donc, il faut dire que c'est pas le peuple juif, parce que le peuple juif, c'est un très grand mot. Il faut dire plutôt les juifs d'Europe. Ou, et parce non, qu'on non, 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 parle, non, Yitzhak, il parle pas des juifs d'Amérique et de l'Amérique du Nord, parce il sait que ceux-là, ils vont pas bouger. Oh là là, est-ce on n'est pas que sûr. les juifs d'Amérique peuvent dire qu'ils sont sionistes? Est-ce qu'ils peuvent prendre part au projet sioniste? Oui, Ils ont Bien beaucoup sûr, aidé aussi au Bien niveau bien sûr, sûr, financier aussi. bien sûr. C'est-à-dire, bien tu sûr. peux aider le peuple juif par les fonds, les plus grandes organisations sionistes, par exemple, Hadassah, d'Henrietta Zolt. Où est-ce qu'ils ont été formés? Aux États-Unis, plus de 100 000 membres. 100 000 membres. C'est une organisation sioniste à part entière. À part entière. C'est-à-dire, mais, et eux, au contraire, ils veulent à tout prix faire partie de ceux qui vont sauver le peuple juif. Ils veulent sauver le peuple juif qui est en détresse. Ils veulent sauver ensuite l'État juif qui vient juste de naître, le Yishuv juif qui apparaît. Et ils sont en train, par le Vitso, par le Hadassah, par plusieurs organisations d'aider de différentes manières, pas seulement financières, diplomatiques, politiques, militaires. Quel est notre premier, de fait, commandant en chef? David Marcus. C'est qui? C'est un colonel de l'armée américaine, juif. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils sont, on ne peut pas attirer. Maintenant, donc, Herzl, on il est là. parlait en général du peuple juif. Pardon? Herzl parlait du peuple juif en général, pas de peuple de juifs localisés géographiquement. C'était tout le peuple juif qui, potentiellement, qui devait se libérer, revenir et reprendre une souveraineté nationale. Enfin, Oui, oui, il parle du réponse de peuple monsieur, juif oui, dans son oui. entièreté, absolument. Ah, Il parle. Il y a au premier congrès 204 députés qui viennent de 18 pays, les amis, Absolument. et pas seulement d'Europe. Et plus on avance, plus il y a des représentants de tous les pays du monde. Où sont dispersés les Juifs? C'est très important à savoir, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit le Caucase, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, etc., etc., l'Afrique du Sud, tout le monde, petit à petit, sont représentés dans les congrès. C'est-à-dire, tout d'un coup, le peuple juif retrouve une adresse. Maintenant, et si quelqu'un, parmi les nations, veut s'adresser au peuple juif, eh bien, jusque-là, il n'avait pas d'adresse. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait? Bon, il est où Montefiore? Il est où Poliakov? Il est où le baron Hirsch? Oui, ils sont. Bon, c'est pas véritablement les représentants du peuple juif. C'est des juifs riches qui prennent, qui sont prêts à soutenir de telle ou telle manière le peuple juif. Avec le congressionniste, tout d'un coup, le peuple juif, il a une adresse. Maintenant, le post-sionisme, quel est son sujet? L'humanité. Oh, L'universel, oui. oh, il y a fait, il y a fait. Donc, Tout le monde sauf les juifs. il y a fait. Donc, il y a tous vos sujets. Vous dites toutes les choses, mais avant tout, je pense que sauf l'universel, il y a l'humanité, mais avant l'humanité, et je vais l'écrire, humanité, c'est-à-dire on se sent partie de l'écrire, mais avant cela, il me semble qu'il y a encore quelque chose à dire. L'individu. Il y a fait, il y a fait. C'est pas le peuple, c'est l'individu. Maintenant, l'individu juif, Oui, l'individu juif, oui. Non, l'individu général.
Individu général. Et les sionistes, Individu on avait juif, dit, individu arabe. Maintenant, est-ce ça que veut le problème juif en tant que tel, il est résolu ou pas Oui, oui, à l'époque post-sioniste? oui, oui. Oui, il est résolu. Quel est le Ah oui. problème qui reste à résoudre? De quel Problème sujet palestinien. qui a Arabe. fait le problème palestinien? Donc, il y a plusieurs sujets. C'est l'individu, c'est l'humanité et c'est le peuple, entre guillemets, naturellement, le peuple Je veux dire, le appelé peuple juif. palestinien. OK. Maintenant, Je peux me permettre de dire un mot. Il oui, faut quand bien même sûr. souligner là la contradiction qui est quand même flagrante. C'est-à-dire que d'un côté, le post-modernisme et le post-sionisme, qui est la version locale, est contre les nations, contre les peuples, et donc ne s'intéresse qu'à l'individu, sauf pour le peuple palestinien. On parle de peuple. Il a fait. Pourquoi? On va le voir. Il a fait, Brigitte. Pourquoi? On va le voir quand on va passer au but. Quand on va passer au but, on va voir pourquoi le peuple palestinien, c'est, entre guillemets, c'est un sujet clé dans l'optique post-sioniste. Je laisse de côté pour l'instant le sionisme de la Trouma, parce qu'on doit diriger d'abord les deux versions précédentes pour essayer de donner réponse à cela. Maintenant, OK, les buts. Quels sont les buts du sionisme? Je vous attends. Création d'un État. Bien fait. Rétablir la État. souveraineté juive sur sa terre. La souveraineté du peuple juif. Et il a fait État juif. On fait un État juif. Pourquoi? Parce que c'est la solution du problème juif. Comment s'appelle le livre de Herzl? L'État juif. Medina Altmoinen. Judenstadt, Medinat Yehudim. Et en sous-titre, qu'est-ce qu'il y a? Essai du solution du problème juif. Donc, le but, c'est solution, c'est la solution du problème juif. Il a fait. Maintenant, quel est le but du post-sionisme? État palestinien. Il a fait État palestinien, mais pourquoi? La paix universelle. Il a fait pourquoi? Rétablir là, une moralité, une morale. Oui, pourquoi? Mais c'est une nouvelle moralité, c'est pas la moralité sioniste. Non, non, mais évidemment, oui, non, mais c'est leur Oui, moralité. oui. D'accord, donc il y a une nouvelle moralité, mais L'égalité pourquoi? des peuples, l'égalité des peuples. L'universalisme. La compassion, la Parce compassion. qu'il est compatible, etc. La D'accord, victimisation, la je vais vous aider. Il a victimisation. fait, mais je vais vous aider. L'universalisme. Pardon, André? L'universalisme à ce moment. Universalisme, ok. Universalisme. Je vais vous aider. Réparer une faute envers les soi-disant Palestiniens. Réparer Ok, pourquoi? Et alors, il a fait. Et dis-moi, et admettons qu'on répare la faute, alors qu'est-ce qu'il y aura? On divise la terre. Il n'y aura plus Et, d'État. non, ça c'est le moyen. Ça c'est le moyen. On divise la terre, on répare la faute, et quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on obtient? La paix locale. La paix. La paix locale. Khaverim. Et la paix. La paix C'est quoi locale. son but? C'est quoi son but de la paix? Qu'il n'y ait pas de guerre. Il a fait, mais pourquoi? Pourquoi? Non, non, je m'excuse, je creuse. Annie Hofer, je joue l'archéologue, mais c'est pas pour rien. Parce qu'au niveau sioniste, on a atteint l'État. En apparence, on a atteint le but. On a l'agriculture, on a l'armée, on a les frontières, on a la défense, on a l'industrie, la technologie, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on n'a pas de ce qu'on attendait, de ce que certains attendaient du sionisme? Qu'est-ce qu'on n'a pas atteint? La normalité. Il a fait. On n'a pas atteint la normalité. Il y a encore la haine d'Israël. Il y a l'antisémitisme. Il y a. On est encore un peuple qui vit. Non, un point qui est important, c'est de dire que finalement, ils sont pour l'État, mais un État qui est à tous les citoyens. Bédiou qui a fait. Il a fait. L'État de tous ses citoyens, c'est une nouvelle version de la normalité. Ouais. On va élargir un peu. État
de tous ces citoyens, paix, regarde, paix, reconnaissance universelle, vous avez dit aussi, André, L'universalisme. oui, universel, universalisme, etc. Non, c'est plutôt universalisme que reconnaissance. Ça veut dire, peu importe le peuple lui-même, ce qui est l'essentiel, c'est le lien avec l'autre. Il a fait. Et laïque surtout. Ah, vous dites aussi laïcité, reconnaissance, je le mets comme ça. Laïcité, voilà. Laïcité. Laïcité pour les Juifs. Pour les Arabes, ils ont le droit d'être religieux. Je le mets entre. C'est bien dit, c'est très bien dit. Oui, non, surtout que c'est vous que le dites, c'est vous qui le dites, mais c'est aussi vous citez des personnes telles que les architectes, on l'a vu déjà dans la dernière série, il y a un an, les architectes du processus de Oslo, tels que Ron Pundat et Hirschfeld, qui disaient que le but entre les lignes d'Oslo, c'était la laïcisation, la normalisation, la laïcisation de l'État juif pour les juifs. OK. Maintenant, on descend plus bas. Quels sont les moyens pour aboutir à l'État juif? La mobilisation du peuple et des soldats. Les moyens La quoi? La guerre, la mobilisation des soldats, c'est comme ça. Rega, mais avant cela, admettons, on est maintenant 19e siècle. Ok, donc il y a diplomatie. Reconnaissance des nations, par les nations. Reconnaissance des nations. La création des instruments de tout État. En Israël, on a créé l'agent juif, on a créé beaucoup de choses. Culture, l'économie. Institution. Armée. Nationale. National. Rega. Acquisition des terres. Ah, c'est-à-dire acquisition, oui. C'est aussi argent. On peut dire Itiashvut, comment est peuplement des terres. Itiashvut, comment on dit en français Itiashvut? Peuplement des terres. Peuplement des terres, oui, c'est exactement. On dit occupation, on entend surtout occupation, mais bon. C'est pas implantation. Non, peuplement, c'est pas des terres. Implantation. Implantation, ok. Bon, peuplement de terres, implantation. Maintenant, rega. Je crois qu'il manque un élément clé. Création d'une armée, non? Je l'ai dit. Un élément clé avant tout cela. Avant il y a la Aliyah, sans juif, tout ça n'a aucun sens. Et le finance. Aliyah, effectivement. Finance. Pardon? L'argent. La finance. Il a fait finance. Keren Kayemet, Keren Ayesod. Il a fait. Maintenant, moyen, peuplement, ok. Keren Kayemet. Maintenant, tout ça, exactement pour aboutir à un État. Il a fait. Maintenant, vous avez dit aussi armée, guerre. Regarde, voilà, guerre, vous avez dit. Il y a encore quelque chose que vous voulez rajouter? Non, il manque le. C'est pas bien, Eliezer, parce que la guerre, on nous l'a imposée. C'est pas nous c'est pas un moyen que nous avons décidé. Et l'armée. Alors, défense, ok? Oui. Ok, armée de défense. Ok. Armée de défense.
Il manque quelque Il chose manque, que vous pensez bon de rajouter? reconnaître par les nations. Oui. Diplomatie, Ok. c'est la diplomatie, c'est le numéro 1. Diplomatie. La Ça, on l'a position, déjà. Diplomatie. Oui. la Et position de la non, je religion. pense, Yitzhak, vous avez rajouté une chose importante. Ce n'est pas seulement une diplomatie pour la C'est pas diplomatie, mais diplomatie, c'est beaucoup pour, plus. pour, La légitimation. oui, pour reconnaissance par les nations. Ken, la Sanremo, déclaration de Balfour, Ok. le vote aux Nations Unies, la résolution 181 avec le partage, la création de l'État juif, c'est très important. Effectivement, c'est le sionisme qu'on appelle le sionisme politique. Les autres, c'est le sionisme pratique, etc., etc. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Mais il faut Maintenant, quand même, Slicha, je pense oui, qu'il faut Brigitte. ajouter une forte identité nationale. C'est important. Et la position du judaïsme dans les institutions où on met la religion. La Ok, religion, elle n'était donc, pas tellement présente au début. identité, c'est-à-dire nouvelle, c'est identité Nationale. nationale. Pourquoi c'est si important? Parce que jusque-là, l'aspect national, il, comment dire, il est secondaire par rapport à l'aspect religieux. C'est-à-dire, quelles sont les premières paroles qu'adresse Herzl, encore une fois, au Congrès juif? Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple, c'est-à-dire il met en avant l'identité nationale, et puis effectivement, on est la veille de Hanouka, et tout d'un coup, Hanouka, ça devient beaucoup plus par les Maccabim, et pas beaucoup moins Oui, je ne peux pas te parler, j'écoute un cochon. et beaucoup moins le miracle avec l'huile, etc. Maintenant, moyen pour le potionnisme. La langue. Faites attention, vous êtes tous micro ouverts. Donc, si c'est pour parler du tableau, très bien. Si c'est pour parler de la Pkaela, c'est un peu plus tard. Les moyens, la langue, l'hébreu. Oh, Rega, il a fait identité. La langue, très important. Il me semblait bien qu'on avait oublié quelque chose. Et la Bible, alors? La langue. Et la Bible? Fait. Le Tanakh. Il a fait, bon, ouais. Le Tanakh, bon. Attendez, venez, les moyens pour obtenir la normalité, l'état de tous ces citoyens, la paix, la reconnaissance, l'universalisme, l'état, laïcité, c'est-à-dire l'État palestinien, pour le post-sionisme, c'est quoi les moyens? Soutien international. La diplomatie. Diplomatie. Pression sur Israël dans les moyens. Diplomatie, mais pourquoi? Mais diplomatie pour? Pression sur Israël pour faire des concessions. C'est nous qui faisons pression sur Israël? On nous demande. C'est pas, on parle des moyens, c'est pas les moyens. Non, mais les moyens que nous employons, c'est-à-dire. Négocier. C'est la même chose, ce sont les organisations non gouvernementales qui vont dans ce sens-là. Non, on a commencé Oslo par des contacts internationaux non officiels. Il ne faut pas oublier qu'il y a... Attendez, Brigitte, qu'est-ce que tu veux que j'écrive maintenant dans cette case? Je n'ai pas compris. Organisation non gouvernementale étrangère qui aide les Palestiniens et qui diffuse ces idées-là. NGO. ONG, oui. ONG, pardon. C'est pareil. Oui. En fait, ce sont les pressions intérieures, pressions qui viennent de l'intérieur. Concession de territoire. Concession de territoire. Il a fait. Contre la paix.
Donc, ce que vous dites, concession de territoire, c'est en fait l'essentiel, c'est on peut dire la résolution 242 qui dit quoi? Retourner sur les concessions. Il ne faut pas oublier. Attendez, deux secondes. Concession territoriale, c'est-à-dire territoire en échange de quoi? De la paix. Territoire en Donc, c'est la résolution 242, les amis. Résolution. Oui, réseau 242 de l'ONU, territoire en échange de la paix. Ok, encore quoi d'autre? La Cour suprême. La Cour suprême qui pourquoi la Cour suprême? Pardon? La Cour suprême qui diffuse les idées de la paix postmoderne, le droit des individus. L'essentiel, on peut dire diffuseur et organisateur des idées des droits palestiniens, des droits de l'homme, de l'État de tous ses citoyens, c'est la Cour suprême. Oui, je vous écoute. Oui, Eliezer, il ne faut pas oublier, quand on parle du sionisme, finalement, tu parles avant la création de l'État. Et quand tu parles du post-sionisme, malheureusement, tu dois parler de tout ce qui s'est passé après la création de l'État. Ça, c'est un point important. Il n'y a pas d'État palestinien. Non, c'est pas comme ça. Le sionisme a survécu à la création de l'État d'Israël, voyons. Le post-sionisme est venu bien après, dans les années 80. Donc, entre 48 et 80, il y a du après la création de l'État, c'est ça ce que je dis. OK. Les moyens, c'est la propagande. Maintenant, les moyens, tu as besoin de la rue Kaplan. Rue Kaplan, ça arrive beaucoup plus tard. Là, on est dans les années 80, 90, 2000. La propagande. What about la Haspara? La propagande palestinienne. La propagande pro-palestinienne. Attendez, la propagande de quoi? Ça, on a déjà dit, c'est les ONG, tout ça. Oui. C'est pas que les ONG. C'est aussi dans la presse, dans les médias, dans les journaux, la presse internationale, où il y a une propagande, un pro-palestinisme qui date des années 80. Les médias? Les médias aussi. Surtout les médias. Donc, si de la propagande auprès des Juifs, notamment américains, puisqu'on voit les résultats maintenant, les ravages que ça fait dans la jeunesse juive américaine, où il y a beaucoup d'antisionistes et d'anti-israéliens. C'est toute cette mobilisation au niveau de la pensée, au niveau des idées qui circulent. Attendez, on a parlé aussi de négociation. Est-ce que les négociations, ça fait partie des moyens pour arriver au but post-sioniste? Bien sûr, évidemment. Les négociations avec qui? Avec l'autorité palestinienne? Oui, avec l'OLP. Une négociation avec l'OLP, Khaberim, il faut le dire. Oui, aussi. Les gars, négociation avec OLP et reconnaissance de l'OLP. Quel était le statut de l'OLP à l'époque sioniste? Organisation terroriste. Il avait pas Organisation terroriste. Avec laquelle on une organisation terroriste. Est-ce qu'on avait droit à quelqu'un qui allait rencontrer des représentants de l'OLP? Quand il revenait en Israël, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui devait se passer d'après la loi? Il devait être arrêté. Prison. Il devait, oui, il était passible. Il devait être passible de passer devant le tribunal. Absolument. OK. Donc, et là, tout d'un coup, c'est les négociations avec l'OLP qui sont de mise. Maintenant. Et c'est surtout concession plus que négociation. On leur a oui, concession. Plus que négociation. Il y a fait
concession seulement territoriale ou aussi autre? Autre. À savoir. Ben, je réfléchis, j'en sais. Non, mais Je réfléchis. Eliezer, d'un autre côté, dans les années 80-90, il y avait un problème de Hasbara et je crois qu'on a commencé à travailler là-dessus. Quand ça? Dans les années 80, 90, 2000. Non, quand est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore. On est encore loin. Même aujourd'hui, nous sommes loin. Daniel, on n'est pas. Concession de reconnaissance, justement. On leur donne de l'électricité, de l'eau dans les territoires. On leur il y a fait. Donc, on parle de concession. Concession à tous les niveaux. Concession économique. Voilà. Concession symbolique. On leur donne des symboles de souveraineté, des drapeaux, les timbres, on cède sur l'éducation antisémite qui sévit dans leurs écoles, et on ferme les yeux sur le soutien du terrorisme, sur etc., etc. Et il y a des concessions, véritablement, au niveau symbolique, au niveau territorial, au niveau politique, à tous les niveaux. Et au niveau sécuritaire. Et sécuritaire. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire concession territoriale, on leur donne des armes sécuritaires. Je crois qu'il suffit de comparer avec Golda Meir, qui a dit, par exemple, pendant les massacres des Jeux de Munich, je ne négocie pas avec des terroristes, point. L'organisation de l'OLP, c'est une organisation. Il a fait. Elle le dit. Il a fait. Voilà. Il a fait. Donc là, on peut passer déjà à des concepts clés. Par exemple, non aux négociations avec organisation terroriste. Et on reconnaît symboliquement la Nekba. On reconnaît symboliquement la catastrophe qui est arrivée, comme si c'était Israël qui était coupable d'avoir renvoyé les Palestiniens. C'est-à-dire on adopte… Donc, concession territoriale, sécuritaire, symbolique. On adopte très important. Et je le dis entre… Non, ce que vous avez dit, c'est hyper important. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est très important. Irène Kraut l'a dit, et je dis qu'on a adopté le narratif palestinien. Oui, pas il y a seulement fait Israël. Symbolique. Voilà. Symbolique, reconnaît la Nakba. Voilà. Exactement. Naissance. C'est ça, c'est la reconnaissance. Nakba. Et on leur a donné des armes. Oui, ça, sécuritaire, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit, sécuritaire, Brigitte l'a mentionné. Reconnaissance de la Nakba, symbolique, adoption du narratif. Quelqu'un a parlé de narratif, c'est très important. Adoption du narratif palestinien, et aussi on leur a concédé le judiciaire. C'est-à-dire que dans les territoires, le terroriste qui avait commis un acte dans la zone A pouvait être jugé par les tribunaux. C'est-à-dire on leur a reconnu le judiciaire, on leur a reconnu tous les préceptes d'un État complet. On a apposé le sceau de la vérité sur un mensonge, et c'est nous qui avons apposé le sceau de la vérité. Bon. Très bien, très bien. Pour qu'on avance, je voudrais d'abord, on va revenir au lien et la terminologie, au concept clé, etc., etc. Mais quelle était la légitimation de l'État d'Israël dans la perspective sioniste? La Shoah. Mais non. Mais non. Le droit historique. Par rapport aux nations. Je ne suis pas sûr. Il y avait, lorsqu'on ouvre la déclaration d'indépendance, qu'est-ce qu'on voit? État juif. Pardon? État juif. La relation biblique. Relation biblique. Historique. D'abord, c'est droit historique. Droit historique. C'est ce qui est le plus historique, c'est biblique, non?
Le biblique, c'est pas mentionné. C'est ce qu'il faut savoir. Dans la déclaration d'indépendance, le Kadosh Baruch Hu est mentionné, insinué, dans la dernière phrase. Mitor bitachon betzur Israël. Le rocher d'Israël. Eliezer, je ne suis pas d'accord parce que le mot Tanakh est dit, je crois, dans la première phrase Mais on parle de la déclaration. Il y a fait. Le mot Tanakh, mais à quel niveau? On regarde. Au début d'un droit historique est né ici la Bible dans cette terre. Nachon. Mais c'est là qu'il y a fait. C'est là qu'on a donné aux nations le livre des livres, Ken Sefer Asfarim. Il y a fait. Attends, je suis d'accord avec toi. Je donne. Je te suis. Biblique. Raison biblique. Pardon? Raison. Oui. Légitimation de l'État, droit historique, biblique. Quoi d'autre? La Shoah, tu le passes dans le post-sionisme? Légitimation de l'État d'Israël parce qu'il y a un peuple qui n'a pas d'État. Le droit des peuples à disposer du même. Oui. Le retour à sa terre. Le droit naturel. Rega. Le retour à la terre. En général, les amis, attendez, vous savez quoi? Shnia. Regardons tous ensemble pour l'instant. Je laisse ça de côté. Et puis, je prends maintenant la déclaration d'indépendance d'Israël. La déclaration le droit naturel du peuple juif d'Israël. Yala. C'est le droit naturel du peuple juif d'être sur cette terre. Pardon là. Le droit naturel je vais pas sur Wikipédia. Attends, ils l'ont pas en français. Enfin bon. Je vais sur le site de la Knesset. Bon, c'est le lieu de naissance. Eretz Israël, c'est le lieu de naissance du peuple juif. Attendez, je vais pas partager. Oui, slicha. Attendez. Je partage. Là, ceux qui veulent peuvent lire en hébreu. Bet Israël, kam ha'am yehudi, ba utzva dmuto haruchanit, adatit, ve'amedinit, ba chai chayei, non, attends, je ne sais pas pourquoi. Ba chai chayei, חיים לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי, כן? לאחר שהוגלה, dès qu'il a été parti en exil, expulsé, מזרוע אמונים וכל ארצות שמר אמונים, il a gardé fidélité, il est resté fidèle. Il a gardé sa foi. À sa foi. Il n'a pas cessé de prier pour le retour. Ensuite, Mitor Kesher Histori, de par un lien historique. Ou Masorati Ze. Regarde, je vais rapprocher un peu. Pour les post-sionistes, au lieu de la déclaration de l'État, ils ont la déclaration de... Une autre déclaration. L'Oshomim. Eliezer, on te perd là. Vous me perdez? Oui, on t'entend plus. entendu ce que vous lisiez. Maintenant, ça va? Oui, maintenant, on t'entend. Oui. Ensuite, ça mentionne le congrès sioniste, c'est-à-dire tous les efforts consentis pour revenir, pour bâtir, c'est-à-dire une légitimité par les actes.
Une légitimité ensuite par l'organisation sioniste. Zchut zo ukra ba'atzarat Balfour. Une légitimité par la reconnaissance internationale. Et ensuite, Yohan HaShoah, Shenitrolela al-Am Israël. Bravo, oui. Bezman Acharon, Ba Uchreu Letevach Millionim Yehudim Europa. Ok, mais c'est pas la seule raison, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante. Pitaron, c'est-à-dire on peut, venez on le dit parce qu'on c'est catastrophe, la qui est tombée sur le peuple juif, le massacre de millions de juifs était une autre démonstration claire de l'importance et de l'urgence de la solution du problème d'un peuple sans terre par le retour en Eretz Israël et par l'État juif, qui ouvrirait ses portes à tous les juifs et permettrait de retrouver le statut égal à tous les peuples, à tous les autres peuples, etc. Et ensuite, les survivants de la Shoah en Europe, ainsi que ensuite c'est la Aliyah, etc., etc. Maintenant, regarde. Et il propose le shalom aux autres peuples alentours. On propose le shalom aux autres peuples, c'est-à-dire, il y a ici, regarde, maintenant, on va voir. Il y a ici la Shoah, mais pas la Shoah comme comment dire, comme quelque chose qui a causé la naissance de l'État, mais quelque chose qui prouve sa nécessité. La nécessité de créer l'État, l'urgence de créer un État. Nécessité, regarde, et l'urgence. Nécessité du fait de la Shoah, du fait de la Shoah. Okay. Il y a aussi reconnaissance internationale. Il y a les efforts consentis par pionniers, etc. Oui. Quelque chose d'autre? Ça, c'est légitime. Je pense que c'est l'essentiel de la légitimité aux yeux sionistes. Maintenant, regarde. Ça va? Vous voyez encore une fois le tableau? Oui. Maintenant, quelle est la légitimité aussi de dire que 3000 ans, on était hors de notre pays natal et c'est pour ça qu'on doit retourner. Oui, 2000 ans on était et on n'a pas cédé, on n'a pas désespéré, on était là à prier, à nous orienter, à essayer de revenir. On n'a pas arrêté de prier, d'espérer. Oui, oui. On n'a pas essayé. Maintenant, quelle est la légitimation? La légitimation aux yeux du post-sionisme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? L'absence de paix. L'absence de paix. Non, non, non. Non, la légitimation de l'État d'Israël. Non, ah non. L'antisémitisme, peut-être. J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui légitime l'État juif, l'existence d'un État juif, dans la perspective post-sioniste? Le fait accompli. Éventuellement, l'égalité des droits. Éventuellement. Il y a fait. Donc, vous avez dit des choses très intéressantes. Là. Il y a un qui dit, bon, c'est pas le fait accompli. Qu'est-ce que ça veut dire le fait accompli? C'est-à-dire, les États, ce qui existe, c'est une sorte d'auto-légitimation. C'est un oxymoron, un pléonasme comme ça. Pourquoi je suis légitime? Parce que j'existe. Mais c'est pas à leur goût. C'est un oxymoron, un pléonasme comme ça. Pourquoi je suis légitime? Parce que j'existe. C'est-à-dire, les États, ce qui existe, c'est une sorte d'auto-légitimation. C'est un oxymoron, un pléonasme comme ça. Pourquoi je suis légitime? Parce que j'existe.
le fait d'exister. Mais que plusieurs choses que l'on a cherché à obtenir n'ont pas abouti. Le fait qu'il y ait encore des guerres, qu'il y ait encore beaucoup de problèmes, tous les problèmes non, de mais ça légitimité, sape. etc. Le but, c'était la sécurité. C'est ce qui sape les guerres. Ça ne nous légitime Non, pas. le post-sionisme, c'est celui qui veut plus de judaïsme ou que le judaïsme soit réduit à une sorte de folklore qui n'a aucune. Non, il y a fait. Non. Besed, maintenant, je pose une question. Qu'est-ce qui légitime l'État d'Israël aux yeux du post-sionisme? Qu'est-ce qui légitime? Éventuellement, d'être un État. Ils reconnaissent que ce sont des juifs quand même. Ils ne veulent pas de religion, mais ils se reconnaissent. Oui, mais qu'est-ce qui. Mais vous me répondez encore toutefois pas la question. Il a été reconnu. Qu'est-ce qui est légitime? La reconnaissance par l'ONU. Qu'on a créé un État et qu'aujourd'hui on est reconnu quand même. Ok, reconnaissance. Ben non. On peut pas faire comme si on n'existait pas. International. C'est un fait établi que nous sommes là. C'est tout? Non, il faut dire sauf par les Arabes. Les Arabes, ils ont des pays. Reconnaissance et par les Arabes. Peut-être surtout par les Arabes. Ok. On a vu la reconnaissance par les Arabes, j'ai pas vu moi. Légitimité, ok. Mais lorsque vous écoutez, vous, par exemple, vous lisez Amos Oz. Comment il légitime l'État juif dans les années 80-90? Par le droit historique? Non. Par le droit biblique? Non. Il dit, écoutez, le seul droit, la seule chose qui nous donne droit, c'est, il appelle ça, à Keresh Hatzala, L'ange de sauvegarde, de sauvetage. C'est ce qu'elle a dit, Brigitte. Elle a dit l'État refuge, non? C'est même pas. Oui, mais le refuge. Mais comment est-ce que il le formule? Comment on dit en français le Keresh Hatzala? Planche de sauvetage. Planche de sauvetage. Le refuge. Et, comme le dit Amos Oz, planche de sauvetage. C'est-à-dire, s'il n'y a pas enlevé la Shoah, et il n'y a plus de légitimité. C'est-à-dire, on a ce qu'il y a de plus, peut-être, la légitimation, et maintenant, c'est une légitimation. Mais c'est un tort, hein, c'est un tort que ça a été conçu comme ça, hein, c'est un tort. C'est un tort, bien entendu. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut nous dire, effectivement, on est occupé, on est un peuple qui occupe, ce qui n'est pas le cas du tout. Exactement. Exactement, on peut le dire, Reg. Est-ce que le fait que tu n'aies pas d'habits te donne droit prendre les habits des autres, te donne droit de prendre, de me prendre ma doudoune? Tout à fait, donc c'est complètement. Tout à fait. Pourquoi? Alors tu as froid, mais pourquoi mes frères? Pourquoi au détriment de moi? Etc. Maintenant. Mais mère, c'est où, hein, excusez-moi. Pardon? J'ai dit, mais mère, c'est où? De dire une chose pareille, ça peut effectivement ouvrir qu'on vient de dire. Vous nous avez occupés, donc il faut nous rendre ce qui nous appartient. D'accord, c'est comme le disait il y en a un qui disait de Korim, un soi-disant poète Darwish. Il disait que notre chance et notre malchance, c'est d'être occupé par les rescapés de la Shoah. Par les rescapés de la Shoah. Pourquoi est-ce que c'est une chance et c'est une malchance? Parce que tous les regards sont orientés sur les Juifs. Et la malchance, c'est bien parce que c'est très difficile d'avoir affaire avec des victimes d'une telle catastrophe. Maintenant, excusez-moi, je peux intervenir? Non, je veux dire, ça, c'est pas une légitimité à leurs yeux. C'est l'acceptation d'un fait accompli. C'est pas pareil. Vous parlez de quoi? Je pense. Vous parlez de quoi? Vous demandiez quelle est à leurs yeux la légitimité. La légitimité de l'État d'Israël. Mais c'est pas une légitimité, ça. C'est l'acceptation. Aux yeux du post-sionisme. C'est ça, aux yeux du post-sionisme. Oui.
C'est comme vous avez cité Amos, c'est l'acceptation d'une réalité, d'un fait accompli. Bon, vous êtes venu, vous aviez besoin d'un refuge. OK, maintenant vous êtes là. Alors maintenant, bon, mais c'est pas une légitimité. C'est une légitimité qui boite. Oui, et donc, comment est-ce qu'on pallie ce manque? Comment on essaye de se récupérer quelque part L'État d'Israël n'aura jamais en reconnaissant aux Palestiniens c'est-à-dire, vu que notre droit est tellement, faible, est tellement vulnérable, eh bien, on essaye de se trouver une nouvelle légitimité en donnant naissance à un État palestinien. Voilà. Donc, en une fait, légitimité par l'autre. En vérité, excusez-moi, mais ce que je comprends de ce que vous dites, et je crois avoir bien compris, nous sommes, nous, à l'origine du problème qui est créé autour de nous. Il a fait, exactement. Exactement, on en a parlé, Vous l'expliquez très bien, processus d'Oslo. Parfaitement bien. Un processus d'Oslo, c'était avant tout un processus qui venait traiter un manque profond de sentiments de bien fondé, de justice de notre cause dans l'optique post-sioniste. Mais excusez-moi, tout ça, c'est parce qu'on a créé un État avant tout laïque. Parce que ça a toujours été laïque. Ça n'avait pas été laïque, on n'aurait pas eu ce problème. Je voudrais juste qu'on traite un dernier élément, le lien. Qu'est-ce qui nous relie dans l'État juif aux yeux d'une optique sioniste? Est-ce que, et je vais vous donner très simple, immédiatement le choix, est-ce que c'est une alliance, est-ce que c'est appartenance à une même famille, à une même tribu, à un même peuple, ou est-ce que c'est le fait d'avoir sous-signé un même contrat? Non, je crois que c'est l'appartenance à la même famille quand même. Tous c'est la famille. Lien, tous ces éléments. Familial. Maintenant, avec le post-sionisme, le lien devient un lien contractuel, de contrat. Le contrat social, contrat. C'est-à-dire que dans le lien familial, celui qui le scelle, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Saïka, Rachel et Léa. Ici, dans le contractuel, c'est le juge, c'est l'avocat. Ça, jusque-là, c'est. Et puis, on peut parler de la terminologie avec ici la Géoula, dans l'optique sioniste, on parle de Géoula, on parle de Messie, on parle de Eretz Israël, on parle de pionnier, on parle de Tzaba, de Yehudi Hadash, on parle de conquête, du travail, de la langue, de la terre, on parle de ligne verte parce que de notre côté elle est verte, chez les autres c'est désertique, on parle de Aliyah, et dans le contexte, je ne vais pas m'en donner tout ça, je qu'on passe, qu'on ait un peu de temps pour le Tzionut HaTrouma. La terminologie post-sioniste, on ne parle pas d'Aliyah, on parle d'immigration, on ne parle pas de Yerida, on parle de relocation, on ne parle pas de Judée-Samarie, mais on parle de territoire, à mon avis, occupé, oui. On parle pas de... Eliezer, je pense que on doit dire aussi pour les post-sionistes qu'il y a aussi ce qu'on appelle en hébreu avar meshutav. Ça aussi, il le dénie pas, il est là. Et le post-sionisme dit, c'est vrai qu'on a un passé commun.
Oui, mais il y a eu les nouveaux historiens qui ont cherché à modifier le passé. Oui, mais la majorité, ils vont pas avec les nouveaux historiens. Il y a beaucoup qui disent, on a Avar Meshutaf. Mais je crois qu'il a Alvaï, marqué, Yitzhak, vous l'avez marqué. Alvaï, comme on dit aujourd'hui, Amen, que vous ayez raison. Mais il faut savoir que ceux qui ont formulé tous les manuels d'école des années 90, que ce soit en histoire, que ce soit en Ezrachut, eh bien, ce sont les nouveaux historiens. Complètement, c'est-à-dire dans les manuels que vous ouvriez dans les années 90, au lieu de voir, en parlant par exemple de l'année 1947-48, au lieu de voir les flèches d'armées arabes qui allaient attaquer Israël, vous voyez les flèches de arabes qui quittaient Eretz Israël. C'est-à-dire tout d'un coup, on nous forçait à nous identifier avec le narratif, vous l'avez dit, de ceux qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient appelés les ennemis. Comment est-ce qu'on demandait à Moshe Dayan, vous voyez le problème arabe? Eh bien, je le vois très, très simplement, au travers le viseur de ma mitraillette. Comment est-ce qu'on voit le problème arabe à l'époque post-sioniste? Eh bien, là, c'est Martin Buber qui vient nous donner réponse. Le problème arabe est un problème juif. Pourquoi? Parce que être juif, c'est voir la douleur de l'autre. C'est-à-dire, ce qui te définit en tant que juif, c'est ta sympathie, ton identification avec la minorité arabe. Maintenant, je voudrais passer maintenant, dans les minutes qui nous restent, au sionisme de la Tkouma. Quel est le sujet? Et je pense qu'on ne va pas répondre à tout, mais on va commencer peut-être un peu à esquisser, ne serait-ce que qu'en grande ligne, ce qui se passe. Maintenant, quel est le sujet du sionisme de la Tkouma? Pardon? Milouimnikim. Attendez, non. Les Milouimnikim, on va, par exemple, je ne sais pas, je mettrai dans les concepts de terminologie, non, ce qu'il veut dire en général, au point de vue idéologique, il y a un retour. Il y a un retour. Aux valeurs juives. Aux valeurs juives. Quel est le sujet? Quel est le sujet? Le peuple juif. Le peuple, ok, le peuple juif. Donc, ce que vous dites, c'est en fait, c'est juste un retour au sionisme? Non, retour à la terre d'Israël en tant que terre d'Israël, terre de Noavot. Ok, donc il y a je crois que les jeunes qui se battent aujourd'hui, ils se battent en grande partie pour ça. Ils ont compris l'intérêt. Attendez. Johan, aide-moi s'il te plaît à mettre, parce que Baruch Hashem, il y a tellement de gens qui veulent... c'est bien, les gens ils sont là. Non, c'est génial, il y a le peuple, mais il y a beaucoup plus la question de la Yadout, le Aofi Yehoudi, Medina Talacha, Medina Yehudit. Tout à fait. Non, il faut faire une différence entre les Juifs de la diaspora et les Israéliens. C'est pas la même chose. Attendez. On parle maintenant d'Israël. On parle d'Israël. La question est sur Israël aujourd'hui. Yohan l'a dit. Oui. Qu'est-ce que nous disent chacun des otages revenus délivrés? De quoi ils nous parlent? De religion. Ils ne parlent pas de religion. C'est nous qui parlons de religion parce qu'on a fait notre alia de France ou de Galout. Ils parlent de Dieu. De Dieu, oui. De la foi. Tout à fait. Ils parlent de Dieu auquel ils parlaient dans les heures d'obscurité et de ténèbres qu'ils passaient dans les tunnels de Gaza. Avec qui? C'est qui? Derech Emuna Bacharti, Derech Emuna Shafti. Ce qu'on dit, ces personnes, il y a tout d'un coup, il y a le peuple juif qui n'est plus seul.
Maintenant, vous voulez rajouter d'autres sujets qui sont importants? Je ne sais pas si on appelle ça la religion, mais un retour à Dieu. Parce que même oui, mais ceux je l'ai qui, écrit, Dieu, avant, je l'ai écrit. ne pratiquaient pas du tout. Oui, mais c'est très. Oui, mais Oui, c'est pas je l'ai seulement écrit, ceux je l'ai qui écrit. reviennent, Allez, on même continue. ceux qui se battent. Marcel, on est à la fin du cours, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'Eliezer, Alors, les buts. Je comprends très bien, moi, je comprends sans problème. Maintenant, quels sont les buts? Yala. Plus d'État palestinien déjà. Hoppa. Déjà, le les buts, principal. tout d'abord, il y a fait. Je ne sais pas qui l'a dit, Carole. Tout d'abord, les idéaux, les buts qu'on voit ici, normalité, nada. État palestinien, etc. On a dit, oui, le peuple palestinien, nada. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche. Et plus de il n'y aura paix contre pas des territoires. 2 États à l'ouest du Jourdain. Ken. Plus de paix contre des territoires. Plus question de ça. Il y a fait. C'est-à-dire. Oui, on donne plus de. On va plus rediscuter la paix pour donner des territoires. C'est terminé. C'est-à-dire, d'abord. On a compris l'erreur. Renonciation au but post-sioniste. Peut-être, je voudrais corriger cela. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans le post-sionisme? Rien. Qu'est-ce qu'il y avait de bien? La relation à l'humanité. Pardon? La relation à l'humanité. L'aspect universel, humanité. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre chose qui était bien? Le rêve de la paix. Ok, la paix. Et encore quelque chose? L'idée des juges, mais qui a été bafouée. Quoi? Qu'est-ce qui a été... Quoi? L'idée des juges, mais qui a été complètement retournée et bafouée. Ok, c'est-à-dire la place des juges, c'est-à-dire une demande de justice, mais là, regardez, l'individu, c'est le sionisme. Le sionisme, il parlait en termes de collectivisme. Oui, c'est ça, l'individu. Parce que l'individu, c'est-à-dire la renonciation, la réalisation de soi, c'est un but qui est très bien. Moi, je veux que mes enfants se réalisent, je veux me réaliser moi-même, je veux que les gens autour de moi se sentent des personnes réalisées. Maintenant, lorsqu'on écoute, par exemple, les chansons qui sont sorties, là, il faut faire un truc spécial, juste sur ça, une rencontre. Ces chansons, une conférence, ces chansons, elles parlent de Superman, elles parlent de héros. Est-ce qu'elles parlent aussi de genre, regardez les chansons de Atik Vashesh, qui est un Anachnu Am Shel Giborei Al. Okay? Oui. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a dans la chanson? Celui-là, il est enseignant, celle-là, elle est mannequin, celui-là, elle est directeur de banque, etc. Il est avocat, oui. C'est-à-dire, et l'autre est l'avocat, c'est-à-dire qu'il y a renonciation au but sioniste, mais il y a ici quand même un truc, il y a peuple juif, et dans le sujet, il y a aussi l'individu. Je remonte un peu en haut, dans le sujet, il y a l'individu, Chaverim. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Tzionut HaTkouma, d'une certaine manière, elle fait la synthèse. Elle fait la synthèse de ce qu'il y a du sionisme et de ce qu'il y avait de bien dans le post-sionisme. Je voudrais dire quelque chose d'autre, c'est que il y avait quelque chose chez les post-sionistes, c'est que eux, ceux qui étaient post-sionistes, ils se sentaient porteurs de la morale juive. Ils étaient sûrs qu'en parlant des Palestiniens, c'était la morale juive qui était en action. Alors moi, je pense que la chose très importante à faire maintenant, c'est de réinventer une nouvelle identité nationale israélienne. Aujourd'hui, c'est un grand travail à faire parce qu'elle avait disparu avec le post-sionisme et montrer que la moralité juive, elle existe aussi. Voilà. Je pense que Brigitte, ce que tu as dit, c'est très juste. Parce que lorsque vous parlez aux soldats, je ne parle pas maintenant des médias, etc.
comment il formule cette guerre? Il formule la guerre qu'on a, 2 ans de guerre et plus qu'on est en train de livrer, en termes du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité, de la justice contre la barbarie. C'est-à-dire qu'il y a ici, on peut voir dans les buts une défense de la justice, du bien, avec un grand B, un B majuscule, c'est-à-dire, il y a, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement formulé en termes de survie, mais c'est un retour aux vraies valeurs, aux vraies valeurs. Oui, c'est-à-dire de la défense de la justice, du bien, des valeurs véritables. Ken. Maintenant, oui, il y a encore, c'est-à-dire, et il y a une sorte de synthèse. Ici, on peut voir à la fois de la bravoure d'un côté, bravoure, et des bravoure et comment dire, et émotion. Ken. On voit que à l'époque sioniste, les émotions, les larmes, non, Chaverim, vous les laissez de côté. Slicha. Maintenant, c'est le temps des pionniers, c'est le temps de la conquête. On pleure dans son lit, sous la couverture, ça peut pas, ça va nous affaiblir. Là, cette dernière guerre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'était une bravoure sans pareil, avec une quantité de Trumpeldor, de Roy Klein et de Nathan Elbaz, invraisemblables, c'est-à-dire des gens qui s'étaient jetés sur les grenades, etc. Une quantité mais incroyable d'un côté, et d'un autre côté, en parallèle, lorsqu'on enterre nos morts, eh bien, on pleure. C'est pas comme la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre de l'indépendance, où d'un côté, d'abord c'est la guerre, on a terminé la guerre, et ensuite, bon, maintenant on peut ensevelir nos morts. C'est 2 aspects différents. On peut pas, c'est incompatible. On peut pas partir à l'assaut et faire preuve d'un héroïsme incroyable et puis en même temps pleurer. Non. Et aujourd'hui, l'émotion, le sentiment et la bravoure, c'est compatible. On le voit dans les chansons, on le voit dans les jeunes, c'est-à-dire c'est une capacité de synthèse incroyable. Saverim, on s'arrête là. Il y a quelque chose d'autre aussi. La souveraineté. On l'a vu déjà maintenant à c'est plus les mêmes pleurs. C'est plus les mêmes pleurs. Waouh, Chaverim. Je m'excuse, je dois, etc. Vous savez, je vous laisse le tableau. Je vous envoie ce tableau. Vous le complétez, chacun à sa guise, chacun chez soi, comment dire, devoir à domicile, parce que je crois que c'est un tableau qu'on est en train de remplir. Là, par exemple, ce qui fait notre lien, le lien aujourd'hui, c'est, les gens le disent, c'est l'alliance. Alliance. Brit Achim. Alliance, c'est quelque chose de nouveau, de très très fort. Okay? Une Brit, une alliance conclue dans le combat, dans le don de soi. Et il y a énormément de choses qui sont là en train de naître, en train d'être formulées, reformulées, et on passe à un autre paradigme, à une autre conception, conceptia, et je pense que c'est un point charnière qui mérite d'être médité, qui mérite d'être
pensées et qui méritent d'être formulées parce qu'il faut donner des noms à ce qui se passe devant nous aujourd'hui. Mamash, il y a des termes qui ont repris leur légitimité comme la victoire qui était interdite à l'époque post-sioniste, etc., etc. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Et merci à vous. Juste une question, est-ce que Bagatz peut gâcher toute cette chose extraordinaire qui arrive? C'est un autre sujet, Carole, on va Parce que Bagatz c'est le sujet de Brigitte, ça. C'est à Brigitte de répondre. Yalla, Brigitte, tu réponds. Pas ce soir et pas sur un pied, ça prend du temps, voilà. Waouh, les amis, voilà, je vous embrasse. Je vois le chat, il est plein. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps, mais bon, je pense que c'était intéressant, en tout cas pour moi. Et on se retrouve dans les semaines prochaines. Les Itraot. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci.